Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Vétier. Pauline est spécialisée en marketing pour les entreprises à impact, mais elle a également une casquette qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, puisqu'elle est aussi spécialisée dans les relations presse. Salut Pauline. Salut Sandy, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. Écoute Pauline, moi il faut que je te fasse un aveu. La première fois que je t'ai rencontrée, donc forcément sur LinkedIn, comme la majorité des invités de ce podcast, j'ai été super emballée par ce que tu faisais. Alors déjà parce que tu bosses avec des entreprises impact, donc je trouve ça vraiment hyper intéressant pour y avoir fait moi-même un tour. Et ce que j'ai trouvé encore plus incroyable, parce que ça m'a rappelé ma folle jeunesse lorsque je travaillais pour des voitures électriques, donc également des entreprises à impact, c'est que toi, tu avais l'air de maîtriser les relations presse et de trouver que c'était fun. Parce que moi, je ne trouvais pas du tout à l'époque, parce que on en a déjà parlé. Moi, je galérais énormément quand je travaillais pour cette entreprise. On devait faire des relations presse pour se faire connaître, et on avait des retombées, mais je trouvais que c'était vraiment très compliqué, et c'était un milieu que j'avais du mal à comprendre. Et je me dis que si moi j'ai vécu ça, il y a forcément beaucoup d'autres personnes, alors des dirigeants ou des marketeurs qui travaillent en entreprise, qui ont du mal à attirer l'attention des médias. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va inviter Pauline et elle va tout nous dire sur tout pour savoir comment on attire l'attention des médias sur son entreprise. Moi, une des premières questions que je voulais te poser, Pauline, c'est, on en avait discuté, là aujourd'hui on va parler des relations presse avec le communiqué de presse, mais tu m'as dit, Sandy, c'est un outil, mais dans la boîte à outils de la presse, il y en a quand même d'autres. Est-ce que rapidement tu peux nous faire un tour d'horizon pour pas qu'on croie qu'il y a que le communiqué de presse dans la vie? Oui, c'est ça, on a décidé de limiter pour des raisons de temps. On pourrait faire un épisode qui ferait 1h30 sinon, qui serait une masterclass, mais c'est pas le but aujourd'hui. Exactement. Donc, outre le communiqué de presse, on va avoir la conférence de presse, on va avoir le fait de démarcher des médias pour obtenir leur calendrier éditorial et essayer de se greffer dans des dossiers stratégiques. On va avoir le fait d'organiser un déjeuner ou un petit déjeuner avec un journaliste pour se rapprocher dans la relation avec lui ou elle. On va avoir les tribunes médiatiques, bien sûr, donc qui sont un peu du thought leadership, le fait d'être leader d'opinion dans son secteur. On va avoir le fait d'organiser ce qu'on appelle un CEO podcast tour, donc un tour de différents podcasts pour un dirigeant ou une dirigeante que l'on voudrait mettre en avant via ce média, via ce format. Il y a plein de choses. Honnêtement, les RP sont très créatives. C'est très riche et créatif. Et aujourd'hui, on va parler du communiqué de presse qui n'est pas arrivé au monde il y a 2 jours. On va dire que c'est pas l'action marketing la plus innovante, mais pourtant, ça reste quelque chose de majeur et qui est encore relativement sous-utilisé, en tout cas chez les PME et les TPE et voire les startups. Toi, je sais que tu as une méthodologie, c'est même pour ça que tu es là d'ailleurs, parce que je sais que tu as une méthode qui fonctionne. Moi, je voulais savoir quelle est la première étape, par quoi je dois commencer quand je veux mener une action de relation presse et avec un communiqué de presse. Donc, on va déjà réfléchir à quelle occasion est-ce qu'on fait une campagne de relations presse. Souvent, mes prospects et mes clients viennent me voir avec un sujet bien déterminé, bien défini, sur lequel ils veulent communiquer. Typiquement, donc moi, je bosse beaucoup avec des startups, scale-up, TPE, PME. Comme tu l'as dit, dans le secteur de l'énergie durable et de la climate tech. Il y en a beaucoup qui font des annonces de levée de fonds en ce moment. J'ai eu aussi à gérer C'est bien, parce qu'en ce moment, c'est pas simple. Oui, si, les fonds quand même, y a de l'argent dans la clean tech. Il y a quand même des levées de fonds qui fonctionnent bien. Une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi des annonces de changement de nom commercial, de lancement de produits.
Aussi, tu sais, les expansions à l'international, quand on va ouvrir un bureau par exemple, je sais pas, en Espagne, en Allemagne. La participation à un salon, à un événement sectoriel. Donc, les salons B2B, on connaît bien, toi et moi. Oui. Mais c'est vrai que j'avais pas le réflexe, tu vois. Moi, j'avais pas le réflexe alors j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, mais quand j'en faisais, j'avais pas forcément le réflexe de faire des communiqués de presse. Donc, tu vois, j'aurais dû te rencontrer avant. Ah là là. Eh ben, on se rattrape aujourd'hui. Voilà. On peut aussi mentionner tout ce qui touche l'annonce des partenariats stratégiques. Donc, typiquement, la signature d'un gros contrat avec un client de référence dans notre secteur, ça marche hyper bien. Il y a aussi les nominations. Donc, il y en a un peu moins dans les petites boîtes, mais dès qu'on est sur des TPE ou des startups en pleine croissance, lorsqu'on a un VIP qui vient rejoindre l'entreprise à un poste de direction au board, ça, c'est une super annonce à faire. Et puis, on peut mentionner les fusions-acquisitions, qui sont un peu plus rares, mais qui existent, l'annonce d'innovation, de brevets, et les grands chiffres. Et on va s'arrêter 2 minutes sur les grands chiffres. Je crois que ça va t'intéresser. Ce qu'on appelle les grands chiffres, par exemple, quand tu es une entreprise qui vient d'embaucher ton 100e talent, ton 100e employé, ça, c'est un grand chiffre qui fonctionne bien. Ça montre que tu es en croissance, en développement. Et on peut avoir, notamment pour les SaaS, ton 10 millième utilisateur, ton 50 millième utilisateur ou download, tu vois. Ça, c'est des super choses à annoncer. Donc, tout ce qui est seuil atteint, ça peut être aussi, j'imagine, un anniversaire. Je sais pas, je fête mes 5 ans, mes 10 ans. Ouais. Pourquoi pas? Exactement. Je sais pas. Exactement. Bon, après, les 7 ans, c'est peut-être moins révélateur. On essaie d'avoir des chiffres un peu ronds qui veulent dire quelque chose. Les ventes aussi, j'imagine, si j'ai atteint un seuil de vente ou... Chiffre d'affaires. Ouais, les paliers de chiffre d'affaires, ça fonctionne bien. Mm-hmm. Moi, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens que les journalistes voulaient toujours des chiffres, qu'ils adoraient ça. Donc, c'est facile à placer aussi. Ok, donc finalement, dans une année, on doit quand même trouver des choses à dire, quoi. À partir du moment où on se pose et on réfléchit, honnêtement, il y a énormément de sujets sur lesquels on ne pense pas à communiquer, mais sur lesquels on pourrait communiquer. Et c'est vraiment tout le travail que je vais faire en amont dans la mise en place de la stratégie relation presse avec mes clients. En fait, on va vraiment lier cette stratégie de relation presse avec la stratégie marketing et même si on remonte d'un cran, la stratégie business de l'entreprise. Les relations presse, c'est comme le marketing et la com, ça va pas réinventer la roue. On va vraiment partir, comme je l'ai dit un petit peu, tu vois, des éléments stratégiques, une annonce de levée de fonds, une participation à un salon, et qu'est-ce qu'on peut faire avec les relations presse sur ces sujets-là. Voilà. Ok, c'est clair. Maintenant que j'ai identifié mon sujet, qu'est-ce que je dois faire? Étape 2. Eh ben justement, on va travailler sur notre stratégie de relations presse. Donc, la première étape, c'est notre wishlist. On va travailler la cible médiatique. Est-ce qu'on veut adresser la presse quotidienne régionale, qu'on appelle dans le jargon la PQR? Est-ce qu'on veut adresser la presse financière, la presse sectorielle, donc dans notre industrie, aussi la presse par rapport à notre typologie d'entreprise. Il y a des presses dédiées aux PME ou des médias dédiés aux startups. Dans cette strate, on va aussi bosser le timing de l'annonce. Si on a fait une levée de fonds, j'en sais rien moi, au mois de janvier, on va pas aller l'annoncer au mois de septembre. Donc on travaille sur notre rétro-planning. On va travailler sur notre message, bien sûr. Pour un même sujet donné, tu peux avoir différents angles. Donc, on va choisir l'angle sur lequel on va communiquer. On va également récupérer des verbatims, donc des citations de nos porte-paroles. En général, c'est le ou la CEO de l'entreprise. Et on en a parlé un petit peu avant, mais voilà, c'est à ce moment-là qu'on bosse aussi sur notre format. Là, on parle du communiqué de presse, mais on a vu qu'on pouvait bosser autour d'un format conférence de presse, travailler sur un dossier de presse, démarcher des publications, faire une tribune médiatique, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie stratégie où je vais étudier tous les angles, à qui je veux donc ma cible, mon message. Alors c'est de la communication. Hein. Quelle est ma cible, quel est mon message, quel est le ton que je veux adopter, qu'est-ce que je veux mettre en avant. Donc les verbatims, pour certains, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les citations en fait. On va aller prendre des citations exprimées par les protagonistes du communiqué de presse. Et avec tout ça, en fait, tu as tes éléments, si je comprends bien, pour commencer à peut-être rédiger. Non, on n'en est pas encore là, je crois, en plus. Hein, non. Alors, oui, ce qu'il faut préciser, tous ces éléments-là, et le plus dur, je trouve, quand je bosse avec mes clients, c'est de ne pas avoir un angle commercial, si tu veux. On va être dans un angle médiatique, un angle presse, qui est vraiment différent. Si on voulait transformé tout ça en un contenu commercial, on va aller faire un public communiqué. Et en effet, voilà, là, c'est notre base. À partir de là, on a notre angle, on va aller travailler sur la troisième étape.
ça va être de préparer notre fichier presse. Le fichier presse. Alors ça, tu vois, ça c'est le truc qui me faisait monter des crises d'angoisse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, quelle est ta méthode, comment on travaille son fichier presse? Alors, chaque attaché de presse a sa propre méthode. Une partie des attachés de presse vont aller louer une base de médias. Par exemple, le leader sur le marché aujourd'hui, c'est Cision. C-I-S-I-O-N. Donc, ce sont des bases que l'on loue pour faire nos campagnes, en fait. Coûte assez cher. De mémoire, c'est un abonnement autour de 2600 € pour des petites structures à l'année. La deuxième façon, c'est de créer son propre fichier de presse. Ça fonctionne bien, c'est ce que j'ai fait en fait depuis mon lancement. Ça fonctionne bien quand on est niché, quand on est sur une niche sectorielle. Ça serait compliqué à faire pour un ou une attachée de presse, par exemple, qui travaillerait avec des dizaines de secteurs d'activités différents. Mais si vous êtes forcément une entreprise qui est dans un secteur d'activité donné, ça peut fonctionner. Moi, j'ai fait ma base sur mesure depuis près de 2 ans que je suis attachée de presse freelance. J'ai plus de 2000 contacts sur 40 verticales avec différents focus tech, énergie, climat, etc. Et voilà. Donc, on peut créer tout à fait, ça fonctionne, son fichier. Donc, c'est comme ton CRM de journaliste. C'est complètement mon CRM de journaliste. Pour l'héberger, j'utilise un outil dédié qui s'appelle Prezly, Prezly. On pourra mettre le lien aussi dans le descriptif. Je pense qu'on va le faire, oui. Ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et donc, tu te l'es construit toute seule? Je me suis construit à partir de contacts que je suis allée chercher. Donc déjà, mes clients m'ont souvent partagé leurs propres fichiers. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ours. Donc, tu vois, quand tu as un magazine, un journal, tu vas avoir en fait la présentation au début du journal. Tu vas avoir la présentation des différents noms des journalistes qui ont participé à cette édition. Tu peux récupérer beaucoup de contacts comme ça. Tu as aussi quelque chose qui est très intéressant, ce sont les associations sectorielles. Tu as les associations des journalistes de l'énergie, les associations des journalistes du tourisme. Et comme ça, tu peux adhérer à des associations, c'est pas très cher, ça coûte moins de 100 € l'année, et récupérer un fichier de presse avec des centaines de contacts. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est une super astuce que tu nous donnes, Pauline, hein. C'est génial. J'ignorais complètement. Alors, tu appelles ça, en début des magazines, ça s'appelle l'ours? Alors, l'ours, ça va être tous les contacts au sein d'un média des différents journalistes qui ont contribué par exemple, à l'édition du magazine que tu as entre les mains. Voilà. La troisième étape, c'est de construire son fichier presse et de savoir à qui on veut l'envoyer, parce qu'on va pas l'envoyer à tout le fichier, j'imagine. Non, il y a aucun intérêt, en effet. Donc, on a parlé un peu de notre wishlist, de notre ciblage. On va constituer son fichier presse ou le mettre à jour, le rafraîchir à partir de ce travail-là. On peut aussi aller récupérer des contacts de journalistes sur Twitter ou sur LinkedIn, ou faire un coup de Google pour qu'il y ait des noms de journalistes ressortent. Plus on est spécialisé, plus ça va être facile d'aller chercher des contacts. Voilà. Donc ça, c'est ma troisième étape. Quatrième étape, est-ce que je peux enfin rédiger? Quatrième étape, et non des moindres, la préparation du communiqué de presse. On va être sur un format qui est synthétique. On va faire en sorte de se rappeler que les journalistes qu'on cible, ils veulent des infos qui seront intéressantes pour leur audience, pour leur lectorat. Et j'insiste sur l'angle non commercial. À partir de là, qu'est-ce que je dis? À partir de là, quels sont mes conseils? Donc, les grands codes pour faire notre communiqué de presse. On va créer un titre. Ça va être du vrai copywriting. C'est comme sur LinkedIn pour l'accroche un petit peu de notre post LinkedIn. Là, c'est pareil. On va avoir un titre qui se veut intéressant. L'idéal, c'est de mentionner des éléments émotionnels ou des éléments chiffrés dans le titre. Ça fonctionne bien. Ok. Alors, quand Pauline dit que c'est comme sur LinkedIn parce qu'il faut une accroche, on évite les accroches à la LinkedIn. Hein. On met pas des emojis, on dit pas j'arrête tout, on dit pas des choses comme ça. Hein. C'est copyrighté et je pense que c'est important de le souligner, c'est que c'est pas juste jeter des informations sous prétexte qu'elles sont intéressantes, on va les jeter comme ça. C'est quand même il y a un travail de rédaction pour la vente. Alors là, on vend pas quelque chose, c'est pas une transaction, mais on vend quand même une information à un journaliste. Moi, j'imaginais souvent qu'il fallait que je vende mon communiqué de presse, c'est-à-dire qu'il ait envie de l'acheter, de le prendre et de le diffuser. Donc, est-ce que tu as des conseils? On peut utiliser un chiffre dans ton accroche. L'accroche, c'est le titre, je suppose. Est-ce qu'il y a une longueur? Est-ce qu'il faut que ce soit très court ou au contraire, on peut se permettre que ce soit un peu plus long? Est-ce qu'il y a des conseils, des bonnes pratiques là-dessus? Au niveau de notre titre, donc le titre est relativement court. Il doit servir, comme on l'a dit, d'accroche. En fait, le titre, c'est pas forcément un résumé. Ça va être plutôt un teasing finalement de ce qui va suivre. Donc, on va quand même donner, on va mettre le nom de l'entreprise, n'est-ce pas? Si le sujet s'y prête. Un élément chiffré, ça pourrait être plus 65% ou plus 100%.
Ça pourrait être un élément comme ça qui va attirer l'œil. Plus 100% d'utilisateurs en 3 mois pour... L'entreprise Startampion. Ouais, exactement. Ça fonctionne. Donc, on a notre titre. On continue notre CP. On va mentionner la date, le lieu et le terme communiqué de presse. Notamment si on est sur des formats Word ou PDF, on peut avoir le terme communiqué de presse qui va apparaître. Ça peut être dans le footer d'ailleurs du document. Hein, c'est pas forcément en haut, mais c'est bien qu'il apparaisse. Et un élément très important, c'est ce qu'on appelle le chapeau. C'est H-A-P-O avec un O accent circonflexe. Le chapeau, c'est à mi-chemin entre la synthèse de notre annonce et le teasing de notre annonce. Donc finalement, c'est un paragraphe qui va synthétiser un petit peu le contenu du communiqué de presse qui suit. Voilà. On est d'accord que c'est pas un paragraphe qui fait la moitié de la page? Pas du tout. Ça va être 2 phrases. Ensuite, on va avoir donc les paragraphes du communiqué de presse. Ce que je recommande, c'est d'avoir un petit sous-titre qui va précéder chaque paragraphe. Ça permet d'avoir une lecture plus fluide. C'est pas obligatoire, mais on le voit pas mal. D'une manière générale, notre communiqué de presse, on va chercher à ce qu'il soit court, comme je l'ai dit, synthétique. Ça doit tenir, le gros du contenu doit tenir sur 1 page. C'est parfait. Pas écrit en police 8, hein. On est d'accord? Non, normal, voilà, 11-12. En sachant que il peut être plus long dès lors qu'on va rajouter des visuels. Ça, on va y venir. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des visuels pour illustrer. Mais en gros, voilà, je reprends. On a notre titre, on a nos éléments, donc date et lieu de l'annonce, notre chapeau, 2 à 3 paragraphes, avec, si possible, un sous-titre qui précède donc notre paragraphe. Je recommande d'inclure une citation, au moins, donc ce qu'on appelle le verbatim, d'un dirigeant ou d'une dirigeante de l'entreprise. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de choses que les journalistes vont reprendre. Tu sais, un peu comme une quote, là. Souvent, c'est en italique, voilà, dans l'article. Et ben ça, pour eux, c'est du pain béni, parce que souvent, ce sont des éléments assez intéressants pour le lecteur. Oui, puis ils sont mis en avant de manière assez visuelle. Si en plus, il y a une photo. J'imagine que tu vas nous recommander une photo de la personne qui parle. Ça meuble pas mal, ça passe bien. En général, arrête-moi si je me trompe, mais c'est assez repris, les verbatims. Hein. C'est quand même des éléments qui sont toujours repris. Exactement, parce qu'ils permettent d'humaniser, en fait, notre message. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Ouais, ça évite que ce soit trop chiant aussi si ça parle que de chiffres. Alors, les chiffres, c'est important, mais au bout d'un moment, avoir des êtres humains derrière, c'est quand même un peu plus valorisant aussi pour l'entreprise, d'ailleurs, hein, de montrer qu'il y a des personnes qui travaillent et de mettre en avant le CEO même pour son personal branding. Je sais que c'est pas l'objet de cet épisode, mais ça permet de le mettre en avant. On parle aujourd'hui, hein, excuse-moi Pauline, je t'arrête de communiquer de presse, mais il faut voir que tout est lié, hein, ça va avoir un impact et des bénéfices sur plein d'autres pans du marketing, de la communication, et là on le voit déjà sur le personal branding. On aura l'occasion de débattre des autres bénéfices que ça peut apporter. Donc, tu nous as expliqué comment le rédiger, tu nous as dit il faut que ça tienne sur 1 page Word. Comment je fais si je veux donner des infos en plus? Alors, ça existe, enfin, le dossier de presse, typiquement, existe pour cela. Donc, à la fin de notre communiqué, on va pouvoir mettre à disposition des visuels pour notre journaliste. Ça va être typiquement le portrait du ou de la dirigeante, on l'a dit, des photos du produit, des photos de l'équipe, qui permettent d'illustrer le futur article à venir, on se le souhaite. On met aussi à la fin du communiqué de presse les contacts, typiquement les contacts de l'attaché de presse et ou du dirigeant, de la dirigeante de l'entreprise. Et voilà, tous les éléments en plus, en général, figurent dans notre dossier de presse ou la media room. Ça va être la page presse sur le site web de l'entreprise. Tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu recommandes d'en avoir une systématiquement? À condition qu'on fasse des campagnes de relations presse, j'imagine. Oui, alors, quand les journalistes vont venir se balader sur le site web, ils vont chercher ce fameux onglet presse, médias, contact presse, voilà, ce fameux onglet ou cette mention qui figure soit dans le haut, soit dans le bas du site web. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve d'anciens communiqués de presse, donc l'historique des communiqués de presse. On va y retrouver des articles, des retombées médiatiques, hein, des articles de presse de qualité. On va faire une sélection. On va retrouver, comme j'ai dit aussi, les contacts presse. Toutes les photos récentes en haute définition peuvent être aussi téléchargeables à partir de cette page-là. Je pense que à partir du moment où on est dans une dynamique de stratégiser nos relations presse, d'investir un peu de temps et un peu d'argent dedans, c'est bien d'avoir une page médiatique. Donc en fait, c'est plein de ressources additionnelles pour les journalistes pour pouvoir faire des recherches et agrémenter leurs articles. Donc, l'idée derrière, c'est de leur simplifier la vie. Exactement, de leur prémâcher le travail pour pas qu'ils aient en plus à nous contacter, à nous redemander des infos qui sont en fait déjà disponibles, soit via le communiqué de presse, comme on l'a dit, soit vers un lien de renvoi sur notre site web.
Parfait. Du coup, maintenant, je l'ai écrit. Il est écrit, j'ai toutes mes ressources, j'ai tout bien fait mon travail parce que j'ai écouté ce podcast et que je suis au point. Qu'est-ce que je fais? Oui, et ben ça va être le moment de se lancer. Donc on va diffuser notre communiqué de presse. Ouais, faut y aller, On va arrêter de se cacher, on va passer à l'action parce que si vous le gardez pour vous, ça ne sert à rien. Il faut passer à la diffusion. Donc on va envoyer notre message au monde entier. Alors comment est-ce qu'on fait? On va commencer par réfléchir, est-ce qu'on veut donner l'exclusivité médiatique à un média ou non? L'exclusivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on contacte un média en avance de phase, environ 2 semaines avant la date de lancement prévue, la date d'annonce. Et on va dire que notre message est sous embargo, ça veut dire qu'il est confidentiel à ce stade, il ne peut pas en disposer. Et on lui propose ce média. Alors, dans mon secteur, ça va être typiquement Les Échos, qui est en numéro 1 sur les requêtes. Mais il n'y a pas que Les Échos. On va aller chercher un média qui nous intéresse, demander s'ils sont intéressés par une exclusivité, et auquel cas, souvent, il y a une interview qui va être faite du dirigeant ou de la dirigeante qui porte cette annonce. Et voilà, une fois que ça a été acté, donc go, no go, voilà, exclusivité ou pas exclusivité, le média qui a l'exclu va faire l'annonce souvent un petit peu en amont des autres. Et voilà, le jour décidé, le jour où on lève l'embargo, on peut diffuser notre communiqué de presse, donc à la date choisie, via notre outil d'emailing. On est en 2023, donc on envoie le communiqué via un outil qui nous permet de traquer, de savoir qui a ouvert, qui a cliqué sur tel lien, et ça va nous servir pour l'étape d'après dont on va parler dans 2 minutes. Donc vous l'avez tous entendu, en fait, pour les campagnes de presse, c'est juste du marketing de la haute bande. On envoie des mails, on traque, on sait qui a cliqué, on sait qui a ouvert, c'est génial, j'adore. Est-ce qu'il y a un outil particulier pour ça ou on fait avec ce qu'on veut? Je fais avec Preezly, qui est le même outil qui héberge mon CRM donc de journaliste, qui héberge les media rooms personnalisés de mes clients, qui me permet aussi de traquer les retombées. Preezly fonctionne très bien, et sinon j'ai des clients qui ont fait des campagnes via Mailchimp, HubSpot, en fait ton outil d'emailing habituel sur lequel tu peux avoir tes bases. Ouais. Alors tu nous as bien expliqué, il y a embargo ou sans embargo. Je suppose que la majeure partie du temps il n'y a pas d'embargo, que c'est plutôt diffusé à l'instant T à tout le monde. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur quel jour de la semaine diffuser ou à quelle heure il vaut mieux le faire? On parle souvent que le timing est important. Est-ce que en marketing, en tout cas, est-ce que là, il y a une importance ou pas trop? Si, complètement. C'est une excellente question. Les équipes presse se réunissent en général le lundi, notamment le lundi matin, autour du rédacteur en chef d'un média. Donc, on va éviter de faire nos envois le lundi. Et pareil, le vendredi, c'est comme pour tout le monde, que les gens clôturent en fait leur semaine. Ils sont pas forcément ouverts à prendre de nouveaux sujets. Donc, les jours que je recommande, c'est le mardi, le mercredi ou le jeudi pour nos envois. Moi, je les fais plutôt le matin, mes envois, de manière à avoir le reste de la journée pour faire mes relances. On va y arriver, les fameuses relances. Ok, donc on évite le lundi et le vendredi. Moi, j'avais envie de te dire, on évite le mois de mai aussi, puisqu'il y a personne qui travaille. Mais non, vous pouvez y aller en mai, mais il y a juste beaucoup moins de fenêtres de tir en mai, sachez. Et donc, toi, tu dis plutôt le matin parce que ça te laisse du temps. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. Tu vois, tu préconises ça pour l'organisation derrière. Alors maintenant que je l'ai diffusé, est-ce que mon travail est terminé? Je peux aller prendre un café ou l'apéro? Ou enfin, si on est le matin, peut-être on va prendre le café plus que l'apéro. Ou est-ce que j'ai encore du travail? En fait, toutes les personnes avec lesquelles je discute souvent s'arrêtent à l'étape 5 de la diffusion et se disent que tous les médias ciblés vont évidemment reprendre leur actualité et qu'elle va figurer en première page. Et qu'ils n'attendaient que ça, d'ailleurs. Bien sûr, ils priaient pour recevoir leur communiqué. Je vais faire beaucoup de déçus. En fait, les journalistes sont vraiment assaillis d'informations. Ils reçoivent plusieurs centaines de communiqués de presse par jour, par email. Et du coup, le gros du travail, en fait, d'un attaché de presse ou si c'est internalisé, par exemple, du responsable marketing, responsable communication, ça va être de faire les relances dans les heures qui suivent la diffusion de notre communiqué. Voilà. Donc, c'est dans les heures qui suivent. On n'attend pas 3 jours. Alors, on peut le faire dans les heures qui suivent. Le lendemain, c'est OK aussi. Voilà, jusqu'à 2-3 jours. Mais typiquement, tu vas te rendre compte qu'on va souvent devoir faire 2 vagues de relance. Donc, ce que je recommande, c'est une fois que l'envoi a été fait par email, notre premier envoi, notre diffusion, on va aller chercher à contacter nos journalistes par un canal différent. Donc, l'envoi s'est fait par email. On va chercher à les contacter par Twitter, s'ils y sont, par LinkedIn, s'ils y sont. Si on a leur numéro de téléphone, on va pouvoir les appeler. Ah oui, carrément, c'est super intrusif. Pas tant que ça. Ça fait partie des process vraiment standards. C'est admis. C'est admis. Ouais. Je me suis rendu compte que
en fait, la plupart des journalistes, en tout cas ceux avec lesquels je bosse au quotidien, n'aiment pas forcément les coups de fil parce que ça les interrompt dans leur travail. Et ils préfèrent les contacts qu'ils peuvent gérer en asynchrone quand ils sont disponibles, quand ils sont pas en train d'écrire leurs articles justement, ou quand ils sont pas en conférence de presse. Les réseaux sociaux et l'email fonctionnent bien. Tu préconises quoi? Tu vois, j'ai envoyé par exemple, je l'ai envoyé à 8h du matin, j'ai diffusé mon communiqué de presse. Allez, je vais me dire à 10h, je vais aller sur Twitter ou je vais aller sur LinkedIn envoyer un message au journaliste. Et puis je lui dis quoi? Je lui dis coucou, t'as bien eu mon message? Qu'est-ce que en tant que relance, concrètement, qu'est-ce que je lui dis? T'as des astuces? L'idée, c'est de rendre l'info un peu sexy. Le côté est-ce que tu as bien eu mon message, ça, c'est pas intéressant. Ça va plutôt être j'ai une actualité intéressante pour telle industrie qui est un peu, tu vois, game changer pour cette industrie. On peut vendre un peu notre sujet, dire pourquoi est-ce qu'il est intéressant, pas que pour l'entreprise en question, mais en fait pour le secteur plus largement, si c'est le cas, bien sûr. On peut aussi mettre en avant quelques chiffres clés qui ont été mis en avant dans le communiqué de presse. Donc, on va faire une petite extraction de contenu qui nous semble pertinente et dont on va se servir pour la relance. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi faire en fait une petite synthèse des mots-clés, tu vois. Comme les journalistes, ils sont comme nous, ils ont une lecture vraiment transverse d'un message. Je vais aller mentionner le sujet pour lequel je les contacte et je vais mettre mots-clés, 2 points, et je vais mettre les 3-4 sujets. Donc, ça va être l'industrie, ça va être le type d'industrie, ça va être la typologie d'annonce, ça va être le secteur, le type d'entreprise, le périmètre, tu vois, si c'est France, Europe, etc. Ça peut comme permettre une petite fiche en fait. Ouais, une petite synthèse de ce qu'il va retrouver finalement dans l'annonce. Voilà, et ça va attraper son œil. Ça fonctionne pas mal. Je l'ai testé pas mal de fois, ça fonctionne. Ouais. Super intéressant, super intéressant. Bah écoute, merci. Ça me donne presque envie de faire des relations presse. Non, pour le coup, c'est vrai. En plus, franchement, pour le coup, c'est vrai. Alors, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, tu fais du multicanal. Tu envoies par mail, mais tu relances par un autre canal. Ce qui aujourd'hui, on le sait, en marketing, en tout cas en outbound, et obtient de très bonnes performances plutôt que d'utiliser que le canal email ou que le canal LinkedIn, par exemple. Donc, c'est hyper intéressant. Finalement, ce sont des pratiques qui sont assez... qui se recoupent beaucoup, quoi. Est-ce que les relances, toi, tu estimes que les relances, il faut en faire combien? Est-ce que je fais tout le monde? Est-ce que si je l'ai envoyé à 1000, je peux pas m'amuser à relancer 1000 personnes? Voilà, on peut pas. En fait, l'envoi initial se fait à toute la base qualifiée. Donc, par exemple, moi, ça va être ma base francophone. Je vais segmenter par langue. Ensuite, après cet envoi, je vais faire des relances. En général, je cible entre 15 et 40 journalistes pour qui c'est extrêmement pertinent de couvrir cette information. Donc, en gros, j'estime que ils passeraient à côté de quelque chose s'ils ne couvraient pas cette information et je vais faire en sorte de les en convaincre. Voilà, donc je shortlist 15 à 40 journalistes et on l'a dit, je vais les recontacter par Twitter ou LinkedIn, par téléphone si je l'ai, par WhatsApp pour certains, ils aiment bien être contactés par WhatsApp. Et si j'ai pas ces contacts-là, je fais une relance par email, environ une demi-journée après l'envoi initial, le temps qu'ils en prennent connaissance. Ok, bon, c'est super clair. Là, ça va, on a bien compris. C'est quand même vachement de boulot, clairement, même si on n'est pas sur un envoi de milliers. Mais comme c'est des relances qui sont quand même individuelles et pas automatisées, c'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est ce qu'il faut pour obtenir des retombées presse. Ok, donc j'ai fait mes relances. Derrière, maintenant, je peux espérer des retombées. Dis-nous, Pauline, quand même, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Non, ouais. Là, c'est l'étape en général où les journalistes vont se manifester pour dire, je serais intéressée pour faire une interview du représentant de l'entreprise. Ou parfois, ils ne nous répondent pas. Ça, c'est un petit peu difficile, mais ils ne nous répondent pas. Et en fait, ils sont en train d'écrire l'article et on se rend compte que le lendemain matin, quand l'article est publié, qu'en fait, ils sont en train de bosser pour nous. Ouais. C'est un peu frustrant parfois. Ils te répondent pas, mais en fait, ils sont déjà dessus. D'accord. Tant que c'est dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne surprise. Ok. Donc, si je répète les étapes qu'on a suivies pour arriver à avoir cette action de communiqué de presse. La première étape, c'est de savoir pourquoi je veux faire cette campagne de relations presse. Deuxième étape, c'est de travailler sa stratégie. Tu nous l'as dit, c'est hyper important, on doit trouver un angle, on doit savoir à qui on veut s'adresser. Donc, c'est vraiment la notion de qui est mon audience, quel est mon message, quel est mon angle. Et tu nous as même dit également tout ce qui est verbatim, d'essayer de collecter un petit peu ça dès le départ. La troisième étape, Pauline, tu nous as dit, maintenant, il faut définir à qui je l'adresse. Donc, travailler ton fichier presse.
Et ce fichier presse, tu nous as donné des super ressources que je vais mettre bien sûr en description de cet épisode. La 4e étape, ça y est, c'est la rédaction. 4e étape, c'est la rédaction avec, tu nous as partagé pas mal de techniques sur la structure d'un communiqué de presse. Donc, on n'écrit pas un communiqué de presse exactement comme un post LinkedIn. Vous pouvez vous en inspirer, Pauline l'a dit, mais ces petits noms, mais pas des emojis partout, attention. Et là, donc après, il y a la 5e étape. Étape 5, c'était la diffusion. Et étape 6, surtout, vous ratez pas l'étape 6, c'est les relances. Et toi, tu estimes que si on fait pas les relances, vraiment, on perd des chances d'énormes chances d'avoir son communiqué diffusé. C'est une très bonne question. J'ai pas fait l'essai parce qu'en fait, je suis payée pour les faire, ces relances. Mais tu vois, ça vaudrait limite le coup que je fasse une campagne blanche et que je fasse sans les relances pour voir ce que ça donne. Mais j'y crois pas trop. Non, moi, j'y crois pas trop. Et alors, en tout ce qui est marketing, si je fais le parallèle, comme j'ai fait avec l'outbound, ou même, on va dire, de la prospection, même non automatisée, quelque chose de très, très standard. Clairement, les relances, alors je dis pas d'en faire 14, mais faire des relances, c'est vraiment ce qui permet de décrocher les rendez-vous. Alors bien sûr, tu peux en obtenir dès le début, comme pour un communiqué de presse, mais pour optimiser vraiment ses chances, il faut faire des relances. Donc, faites-le également pour les journalistes, ça fait sens. Tu l'as dit, ce sont des personnes qui sont extrêmement sollicitées. Donc, si on veut vraiment attirer leur attention, les contacter plusieurs fois et avec des bonnes informations. Donc, faites pas l'exemple que j'ai donné de dire « Coucou, t'as bien eu mon message ». Évidemment, c'est fait exprès, mais donc ne le faites pas parce que ça n'a aucune valeur. Ce qu'il faut, comme Pauline l'a dit, c'est leur prémâcher le travail, leur montrer qu'il y a beaucoup d'intérêt pour leurs lecteurs et pour leur industrie à publier ce sujet. Bon, moi, Pauline, je voulais quand même te poser une dernière question. Déjà, je voulais te remercier parce que tu nous as vraiment partagé énormément de choses. Ça me donnerait presque envie d'y retourner. Mais en tout cas, non, je trouve ça vraiment hyper éclairant et de montrer qu'en fait, il y a une méthode et que si on l'applique, on va vraiment améliorer ses chances de réussite. Et parlant de chances de réussite, moi, je voulais que tu nous partages un petit peu. Est-ce que toi ou tes clients, vous avez déjà galéré pour avoir des retombées presse? Est-ce que c'est si facile? Est-ce que ça marche du premier coup? Ou c'est pas forcément du premier coup, on peut galérer un petit peu? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il faut garder en tête qu'on n'est pas seul. Il y a plein d'autres entreprises qui essayent d'avoir leur part du gâteau. Et c'est vraiment en étant pérenne, en faisant des communiqués, des actions presse en tout cas fréquentes, donc idéalement tous les mois et à minima tous les trimestres, qu'on va pouvoir prendre notre place dans le paysage médiatique, parce que les journalistes vont entendre parler de nous de manière répétée, de manière intéressante, et ils vont commencer à s'intéresser à nous. Donc je peux te donner, la petite phrase qu'on dit en général, c'est qu'il y a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats, parce qu'on est dépendant en fait des journalistes pour avoir ces publications, ces retombées presse. Et je peux te partager des grands chiffres pour te donner un ordre de grandeur. Ça va rassurer, je pense, pas mal de personnes. Pour une première campagne, on est en général entre 0 à 4 retombées. Ce qu'on appelle une retombée, ça va être un article de presse, une invitation pour une interview radio ou podcast, par exemple. Deuxième et troisième campagne, on a appris de notre première campagne, on va être entre 4 et 6 retombées presse. À partir de la 4e campagne, on va espérer être au-delà de 6 retombées presse. Bon, je peux dire que en général, je fais bien mieux que ces chiffres-là, mais il faut quand même ce sont des moyennes. Savoir. Ouais, ce sont des moyennes. Il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds et il faut savoir, on va se roder progressivement, campagne après campagne, exactement comme en marketing. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'imagine que plus tu mènes des campagnes, plus tu vas devenir connu des journalistes et plus ils vont avoir tendance à relayer ton nom parce que c'est pareil que, on en parlait tout à l'heure du personal branding, mais du branding en général, c'est que communiquer et montrer sa marque ou son entreprise, ça va comme tu dis, ça fait devenir top of mind et puis on va plus souvent penser à toi et on va forcément plus faire appel à toi aussi peut-être pour des sujets de manière spontanée. Écoute, finalement, il y a un effet d'apprentissage, mais quand même, les résultats sont là. Donc, ne pas baisser les bras. Si dès la première, il n'y a pas les résultats qu'on espérait, tu nous dis c'est normal, il faut continuer. Oui, et je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. En fait, campagne après campagne, on va nourrir la relation au quotidien avec nos journalistes. On va apprendre à savoir ce dont ils ont besoin comme info pour leur audience. Peut-être qu'on va se rapprocher d'eux en organisant un call, en provoquant une rencontre informelle, par exemple pendant l'été, parce qu'il y a plus de temps pour eux comme pour nous. Donc en gros, peut-être le message de fin, c'est de pas attendre d'avoir besoin
des journalistes pour tisser ce lien en fait qui va nous permettre d'avoir plus de retombées. Clairement, un excellent point, Pauline. Donc, entretenez vos relations avec les journalistes. N'attendez pas d'avoir besoin d'eux pour leur demander de publier un article. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pauline, si j'ai envie de te contacter, d'en savoir plus sur toi, où est-ce que je peux te retrouver ? Eh bien, merci de m'avoir reçue. Je me suis régalée pendant cet échange. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, sur LinkedIn, donc Pauline Vétier, V-E-2-T-I-E-R. Et j'ai aussi un site, paulinevétier.com, où vous pourrez voir mon portfolio, mon offre de service. Et vous pouvez me contacter aussi. Je suis dispo pour échanger avec vous. Super, merci Pauline. Et écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous connaissez des marketeurs, des dirigeants qui galèrent avec les relations presse, c'est le moment de leur faire ce petit cadeau. Partagez-le également. Et pourquoi pas mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. À très bientôt Pauline, tu reviens quand tu veux. Merci Sandy, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt.